Le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire réaffirment leur volonté d'aller plus vite dans la réalisation des grands chantiers définis par le traité d'amitié et de coopération entre les deux pays pour le bien-être des populations. 28 accords signés à Ouagadougou et la conférence au sommet a surtout insisté sur la nécessité de mobiliser les ressources financières et humaines pour leur exécution. Et puis le Millennium Challenge et compte Burkina à l'Assemblée nationale. Le compact du Burkina s'achève ce 31 juillet et l'équipe du MCA a surtout voulu savoir ce qui est fait dans la prise en charge du genre en matière de sécurisation foncière. On aura également dans ce journal le point des dernières avancées sur la gestion du crash du vol AH5017 d'Air Algérie. La cellule de crise informe la presse sur l'évolution de la situation. C'est le menu de ce journal. Bienvenue à tous et merci à vous de suivre le 20h de la télévision du Burkina. C'est fini donc pour le 4e sommet du traité d'amitié et de coopération entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Le président ivoirien a quitté Ouagadougou cet après-midi aux environs de 17h, comme vous le voyez dans les images. Il a été précédé de son premier ministre et des membres du gouvernement. Le président du Faso a lui-même conduit la délégation qui a raccompagné Alassane Ouattara à l'aéroport international de Ouagadougou. Voilà la conférence au sommet qui a couronné les travaux de cette rencontre à Ouagadougou sur le partenariat ivoiro-burkinabé a pris d'importantes décisions pour le développement des deux pays. L'on a entre autres convenu d'accélérer les travaux de construction des deux projets phares d'infrastructures routières et ferroviaires. L'accent a été mis sur la nécessité de mobiliser les ressources financières et humaines pour la réussite de ce challenge. Fousseni Kindo. Une contribution pertinente et une avancée significative. C'est ainsi que les deux parties ont qualifié les recommandations de cette 4e conférence au sommet. Une trentaine d'accords dans les domaines de l'économie, du social et de la culture présentés par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, Djibril Bassolé. Mais les principaux accords concernent l'énergie, les infrastructures routières et ferroviaires, ainsi que la libre circulation des personnes et des biens. Sur le projet de construction de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, les études de faisabilité sont concluantes et on attend la finalisation des études techniques détaillées. Et pour le projet rail, les deux parties ont décidé de la réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou-Kaya, ainsi que la construction de la nouvelle voie Kaya-Tambao. Et dans ce sens, un accord cadre vient d'être signé ce matin entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire et avec les entreprises Pan African Minerals et Bolloré. Bonne nouvelle pour le Burkina Faso. À la rencontre de Ouagadougou, la Côte d'Ivoire a décidé de l'approvisionnement en énergie électrique et en hydrocarbures. Le pays augmente la fourniture d'électricité au Burkina Faso de 70 à 80 MW à compter de cette année. La rencontre a en outre encouragé la création d'une société de pipeline sur le tronçon Bouaké-Féréké-Sédougou et Féréké-Sédougou-Ouagadougou avec la participation de la Sonabi au capital de la dite société. Sur le dossier brûlant de l'occupation du mont Péko en Côte d'Ivoire, les deux parties ont convenu de poursuivre la mutualisation des efforts pour assurer une bonne gestion de cette situation préoccupante. En somme, des conclusions qui éclairent sur le mode opératoire de réalisation des grands projets structurants communs de l'avis de Blaise Compaoré, le président du Faso, qui estime par ailleurs que tout cela libère les ressources humaines, techniques et financières nécessaires et apporte des réponses concrètes et immédiates à certaines contraintes pressantes au développement des deux pays. Le président du Faso et son homologue ivoirien ont, à l'issue du sommet, animé un point de presse. Blaise Compaoré et Alassane Ouattara ont donné aux journalistes des précisions sur les prochaines étapes de cette coopération. La volonté de faire du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire la locomotive économique de la sous-région est toujours aussi forte, ont encore affirmé les deux chefs d'État aux hommes de médias Drissa Seri. Les actes majeurs de cette 4e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso ont démontré que les deux parties sont sur la même longueur d'onde et en parfaite harmonie. Sous l'impulsion des deux chefs d'État, ivoiriens et burkinabés, dans un élan amical et fraternel, ont mis en place des projets structurants et innovants
mutuellement bénéfiques aux populations à la base. Le projet d'autoroute Abidjan-Ouagadougou se concrétise progressivement. Le tronçon Abidjan-Yamoussoukro est déjà réalisé. Des études sont en vue sur la partie en attente. Des efforts seront faits pour mobiliser les bailleurs de fonds autour des projets dont le coût de réalisation se chiffre en milliards de dollars. L'accord cadre signé entre le groupe Bolloré, Pan-African Mineral, le Burkina et la Côte d'Ivoire est d'une importance capitale. Il nous faut réhabiliter Abidjan jusqu'à Kaya et il faut construire une nouvelle voie qui sera donc pour le groupe Bolloré, et il faut une nouvelle voie pour le groupe Timis qui va partir de Kaya jusqu'à Tambao et probablement jusqu'au Niger à partir de Dori. Alors donc c'est tout cela qu'il nous faut mettre ensemble pour transformer en un projet qui va intégrer, qui va donc mobiliser à la fois ces deux partenaires, mais aussi les États qui ont des responsabilités. Les questions de frontières, souvent source de dissensions entre États, n'ont pas été occultées. La 4e conférence au sommet a abordé le sujet délicat du mont Péco en Côte d'Ivoire, mont occupé par des populations burkinabè. Des précautions seront prises pour gérer la situation de façon convenable. C'est un dossier important. Les premiers ministres en ont parlé, je sais, hier, à la presse d'ailleurs. Vous savez que nous voulons traiter ce dossier dans un esprit de fraternité, de solidarité et d'humanisme. Et c'est pour cela que cela prend du temps. Et nous allons également, bien sûr, nous faire accompagner par les structures internationales chargées de tels dossiers. Et nous sommes confiants que, compte tenu de l'esprit qui prévaut entre les deux pays, les deux populations, que ce dossier sera traité de la meilleure manière. La libre circulation des personnes et des biens devrait se renforcer à partir du sommet de Ouagadougou. C'est un point essentiel inscrit dans le traité d'amitié et de coopération dont la mise en œuvre tient à cœur aux acteurs. Blaise Compaoré, désigné par ses pairs pour promouvoir cet aspect dans l'espace CEDEAO, s'y emploie de manière active dans toute la sous-région. Le Burkina et la Côte d'Ivoire se félicitent de la réalité de ces projets, facteurs de création d'emplois pour la jeunesse. C'est là le fruit d'un partenariat renforcé qui pourrait être montré en exemple au prochain sommet sur l'emploi, sommet qu'abritera le Burkina en septembre 2014. Alors, au total, 28 accords ont donc été signés à la rencontre de Ouagadougou sur la mise en œuvre du traité d'amitié et de la coopération entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. La balle est donc désormais dans le camp des deux gouvernements pour l'exécution de ces accords pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Les ministres ont pris la mesure des défis qui sont les leurs. Quelques-uns d'entre eux en parlent. Suivons Jacques Lamissa Tarpaga. Conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération Burkina Faso-Côte d'Ivoire s'achève à Ouagadougou avec de nombreux défis pour les différents gouvernements. Le projet qui a le plus retenu l'attention est sans conteste l'autoroute Ouagadougou-Abidjan et le chemin de fer Abidjan-Ouagadougou-Kaya-Tambao. Le projet à l'heure actuelle se situe autour de 1200 milliards de francs CFA. Nous avons, à l'étape actuelle, c'est une évaluation grossière. Nous avons 600 km à construire, à raison d'environ 2 milliards le kilomètre, ça nous fait à peu près 1200 milliards de francs CFA à rechercher. Nous allons accélérer le processus pour qu'à l'horizon 2015, nous puissions effectivement poser la première pierre de ce projet. Le deuxième gros défi que nous avons, c'est comment faire pour que l'exploitation de la mine de Tambao démarre dans les meilleurs délais. Pan-African, qui a en charge l'exploitation de la mine, va en même temps, à la demande des États, construire la ligne entre Tambao et Kaya. Et le groupe Bolloré, qui avait déjà l'exploitation, en charge de l'exploitation du réseau de chemin de fer entre Abidjan et Kaya, va donc avoir reçu pour mission de procéder à la réhabilitation de cette ligne-là pour permettre que la ligne Abidjan-Kaya soit opérationnelle et à même de supporter le trafic de manganèse. Dans le domaine de l'agriculture, la coopération est axée sur la transformation des produits agricoles et les échanges commerciaux entre les deux États. Les parties ont convenu de renforcer la concertation autour du foncier, notamment de sensibiliser les populations de part et d'autre par rapport à la mise en œuvre de la législation foncière.
Donc nous avons noté vraiment avec satisfaction une bonne synergie d'action de part et d'autre. Nous avons envoyé des acteurs de la filière mangue, la filière oignon, la filière pomme de terre au niveau de la République de Côte d'Ivoire pour s'inspirer des différentes expériences de transformation de ces filières-là. Alors du côté ivoirien également, ils ont répondu à notre invitation de participer à la foire agro-pastorale qui s'est réalisée à Saint-Domingue. Les questions de société entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire relèvent de l'histoire commune que partagent les deux peuples et cela implique des actions conjointes en matière du genre et des enfants. Le déguerpissement des Burkinabés de la forêt du Mont Peko en Côte d'Ivoire est un défi pour l'action sociale. Nous avons déjà, en ce qui concerne les questions relatives à la femme et à la prise en compte du genre, beaucoup d'ambition pour une meilleure représentativité des femmes déjà au poste de décision, mais également pour la question liée à la promotion de la femme et de la jeune fille, la protection de la jeune fille, à l'entrepreneuriat féminin également. J'ai également dans la question de l'accompagnement humaniste, comme l'ont dit les chefs d'État, de ces populations qui vivent dans le parc national du Mont Peko. Donc nous avons également tout ce volet humanitaire à l'effet d'accompagner les populations selon les principes et les visions de nos chefs d'État. Et donc cette problématique de co-gérer, n'est-ce pas, avec nos homologues burkinabés, de telle sorte que les familles qui souhaitent revenir, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire soient prises en charge de part et d'autre, afin que leur réinsertion dans un espace plus adapté, ne crée pas de désagréments à leurs différentes familles, notamment la question également des enfants, n'est-ce pas, qui se retrouvent sur ce parc-là sans accompagnement familial. Ce sont autant de problématiques que nous aurons à relever ensemble, mais dans la solidarité, dans l'union. Le Mont Peko, un sujet largement débattu qui trouvera solution également par la coopération entre les deux départements en charge de la sécurité. C'est une meilleure coopération en matière de décentralisation, faire en sorte que les communes du côté de la Côte d'Ivoire et celle du côté du Burkina se rapprochent et aient une coopération dynamique. Ensuite, nous avons un grand défi, c'est de gérer l'évacuation de la forêt du Mont Peko en respectant les droits de toutes ces personnes qui y vivent. Vous savez que la Côte d'Ivoire a engagé, comme le Burkina, un vaste programme de restauration des forêts classées. On en a 231 et une dizaine de parcs nationaux. Et dans le cas spécifique de la forêt du Mont Peko, il y a 90% de Burkinabés qui y habitent, il y a des enfants. Et donc nous avons décidé de mettre en place un comité conjoint dans lequel les partis burkinabés et ivoiriennes se retrouveront pour gérer cela dans l'intérêt des uns et des autres. De nombreux autres accords ont été signés et il revient au département ministériel de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso de les mettre en œuvre sur le terrain. Et joignant l'utile à l'agréable, les deux chefs du gouvernement ont, dans la soirée du 30 juillet, célébré l'amitié entre les deux peuples burkinabés et ivoiriens. Dégustation de mets locaux accompagnée de sonorités du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire, tout un programme qui a permis de passer de bons moments en toute convivialité. Viviane Tiendrebeo. Les premiers ministres et les membres des gouvernements burkinabés et ivoiriens ont partagé des instants de convivialité. Une parenthèse dans le programme du Conseil conjoint des gouvernements des deux pays. Les attentes de nos populations sont nombreuses et diverses, qu'il s'agisse des décisions dans le domaine de fluidité du trafic, de la libre circulation des personnes et des biens, que celle en matière de lutte contre la traite transfrontalière des enfants, de la transhumance, de la santé animale, ainsi que la finalisation des importants dossiers relatifs à l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou ou au chemin de fer Abidjan-Ouaga-Tambao, à l'approvisionnement en énergie électrique. Nos pays partagent une richesse qui n'a pas de prix, celle de pouvoir regarder leur avenir avec la même confiance, sans avoir besoin de se retourner pour juger le passé. Je suis heureux que la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso aient su nouer depuis 6 ans ce partenariat à marge duquel nous profitons magnifier nos valeurs d'hospitalité réciproque. Des artistes musiciens ivoiriens et burkinabés ont marqué cette soirée de leur empreinte.
En matière de culture, tous sont convaincus que la coopération entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire ne peut qu'être bénéfique. Et le train devrait siffler de plus belle dans la sous-région grâce à la volonté du couple Burkina Faso-Côte d'Ivoire. C'est en tout cas l'un des défis majeurs de l'intégration et les deux gouvernements veulent tout mettre en œuvre pour la réhabilitation du chemin de fer. Deux opérateurs vont travailler sur le projet. Il s'agit du groupe Bolloré et Pan African Minerals. En attendant, le train voyageur quitte Ouagadougou pour Abidjan 3 fois par semaine et vice-versa. Viviane Tindrebego nous invite à bord de son wagon. De nombreux voyageurs font toujours confiance au train pour rallier Abidjan à partir de Ouagadougou. Entre la capitale économique ivoirienne et Ouagadougou, le train met 24 heures ou plus. Au stade où nous sommes, la vitesse des trains, la vitesse commerciale des trains est tellement basse que la rentabilité est devenue faible. À l'étape actuelle, nous sommes à peu près à 30-40 km. Malgré cela, plusieurs voyageurs préfèrent emprunter le train, même s'il faut réserver 2 semaines à 1 mois pour voyager en première classe. Le train fait vivre plusieurs personnes autour de ces gares. J'ai pu avoir quelque chose de la vente de mes marchandises. Vous savez, ce n'est pas la même chose le jour où le train ne vient pas. Moi, par contre, je n'ai pas vendu grand-chose. Voyez comment je suis chargée. L'ambition des autorités burkinabè et ivoiriennes, c'est de réhabiliter le chemin de fer pour booster le volume des échanges. Les structures qui sont chargées de la réalisation de ces chantiers sont déjà identifiées. Le groupe Bolloré, qui a reçu pour mission de réhabiliter la ligne d'Abidjan à Kaya, s'est engagé à injecter environ 400 millions d'euros, ce qui représente à peu près 267 milliards de francs CFA pour la réhabilitation de ce réseau. Nous allons avoir au mois de septembre, je crois, Monsieur le Président, une réunion de l'UMOA donc à Dubaï. Ceci nous permettra de faire en sorte que les pays du Moyen-Orient, enfin les pays donc de la zone tels que le Koweït, l'Arabie Saoudite, les Émirats, le Qatar puisse s'intéresser au financement de ce projet. Cette réhabilitation donc sera faite conformément aux normes internationales en la matière, avec du matériel qui permette donc de supporter de plus grands tonnages pour que le transport du minerai qui viendra donc de Tambao puisse passer sur ce chemin de fer-là. La réhabilitation et l'extension du chemin de fer devraient permettre un mieux-être des populations. Beaucoup rêvent en effet avec ces projets au jour où l'on réouvrirait des gares comme Bingo, Pompoy, Cointou ou Djarabakoko. Et en entendant ce train de l'intégration, les investisseurs de la sous-région sont conviés aux 6e journée de promotion minière au Burkina Faso. L'édition 2014 de ProMine, c'est du 4 au 6 décembre à Ouagadougou. Le potentiel minier du Burkina sera sous les projecteurs. Le programme de la manifestation a été décliné à la presse. Claudine Bikaba. Le secteur minier a contribué au budget de l'État à hauteur de plus de 191 milliards de francs CFA en 2013. C'est dire donc que le boom minier est une réalité. Pour faire davantage la promotion de ce secteur au Burkina, un créneau a été choisi à cet effet. Il s'agit de ProMine, dont la 6e journée se profile à l'horizon, d'où ce point de presse au cours duquel les objectifs de cette édition ont été dévoilés. Principalement présenter les potentialités du Burkina en termes de développement minier, de ressources minières, et puis voir comment, en tout cas, on peut inciter en fait les investisseurs privés à venir investir au Burkina dans le développement du secteur minier. Et deuxièmement, en termes de débat, mettre sur la table les questions qui aujourd'hui font débat autour du secteur minier, notamment la question de la transparence de la gestion des ressources minières, de la répartition des ressources minières et
la gestion des questions environnementales dans le monde. Le développement du secteur minier et les enjeux qu'il induit font couler beaucoup d'encre et de salive. C'est ce qui justifie le thème de cette édition, secteur minier, enjeux et perspectives pour un développement socio-économique durable du Burkina. Les perspectives, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer une exploitation apaisée de nos ressources minières et comment faire en sorte que ça se développe effectivement de façon harmonieuse. Et troisièmement, comment faire en sorte que les revenus qui sont tirés là puissent permettre de développer de façon durable le Burkina Faso globalement et les régions qui sont impactées par l'activité minière en particulier. Ces 6e journées promotionnelles Proming 2014 se dérouleront du 4 au 6 décembre prochain à Ouagadougou. Et le compact du Burkina prend fin ce jour 31 juillet. Hier, l'équipe du Millennium Challenge Econte a investi les locaux de l'Assemblée nationale pour parler genre dans le domaine de la sécurisation foncière. Et c'est avec le caucus genre que l'équipe du MCI a obtenu des réponses à ces inquiétudes. Anna Lucie Kéré. 3 communications portant sur le projet de sécurisation foncière du MCA, le Millennium Challenge Econte au Burkina Faso, la prise en compte du genre dans ce projet et dans l'allocation des terres à DIN ont ponctué l'atelier d'information des députés membres du caucus genre. À travers ces exposés, les représentants du MCA ont recassé les différentes actions qu'ils ont pu mener 5 années durant pour que la question de l'appropriation de la terre par les femmes soit une réalité. Aujourd'hui, il y a quand même plus de 15 000, 16 000 femmes qui sont inscrites pour avoir des titres de possession foncière. C'est important et ça représente, comme elle le disait, à peu près 18% du total. On compte vraiment sur les honorables députés pour voir qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qu'il faut qu'on ajuste pour que plus de femmes aient la possibilité d'accès à la terre qu'ils cultivent depuis très longtemps. Pourtant, depuis juin 2009, la représentation nationale a adopté un projet de loi portant le régime foncier rural qui vise à assurer un accès équitable de l'ensemble des acteurs ruraux sans distinction de sexe aux terres. Au-delà donc du discours, l'accès des femmes à la terre doit être assuré concrètement par des mesures pratiques découlant des normes constitutionnelles, législatives et réglementaires fixées par nos textes. Le représentant du président de l'Assemblée nationale et la coordonnatrice du caucus genre ont tous salué le rôle capital joué par les responsables du MCA et du MCC, le Millennium Challenge Corporation, dans le processus ayant conduit à l'adoption et à la mise en application de la loi 34 sur le foncier rural. Entre le vote de la loi et la mise en œuvre, nous voyons aujourd'hui qu'il reste encore des efforts à faire afin de permettre aux femmes burkinabées qui veulent travailler la terre, de pouvoir accéder à la terre et de mieux travailler pour pouvoir produire. Les conclusions de cet atelier seront portées à la connaissance de l'ensemble des députés. Les membres du réseau caucus genre du Parlement entendent également poursuivre les plaidoyers avec la structure qui prendra le relais du Compact Burkina pour une prise en compte effective de la question de la femme dans la délivrance des attestations de possession foncière rurale par les communes. Ces documents légaux qui permettront à l'autre moitié du ciel d'exploiter la terre sur plusieurs années en toute sécurité. Et qu'est-ce qui s'est passé exactement à Houndé hier 30 juillet pour que l'on en vienne à incendier le commissariat de police de la ville? Tout serait parti d'une accusation de 2 jeunes filles d'enlèvement d'enfants. Les présumées coupables appréhendées et conduites au commissariat ont échappé de justesse à une vindicte populaire. Le gouverneur des Hauts-Bassins a donné des éclaircissements à la presse ce matin. Nous suivons Moumouni Barou. Ces points de presse animés par le gouverneur de la région de Haut-Bassin visent à éclairer l'opinion nationale et internationale sur la situation désastreuse qu'a connue le commissariat central de police nationale de Houndé suite à une manifestation. Informer et naturellement les autorités administratives se sont déportées au commissariat pour tenter de discuter avec les assaillants et tenter une conciliation. C'est ainsi que vers minuit, un compromis sera trouvé et les assaillants vont regagner leur domicile.
Bon, profitant de l'accalmie, au commissariat, les 2 filles et leur mère ont été exfiltrées et déférées au parquet de Boromo pour la suite de la procédure. Contre toute attente, c'est-à-dire le lendemain 30 juillet, les assaillants reviendront à la charge aux environs de 8 heures au commissariat pour exiger que les filles leur soient remises avec pour intention de les tuer. Et vite, la suite devient incontrôlable. Je me suis rendu vers 11h30 à Houndé. L'effet de constater l'incendie et bien sûr d'apporter le soutien des autorités régionales aux agents de sécurité qui ont été affectés par l'événement. Et solliciter l'accompagnement des autorités locales, autorités administratives, coutumières, religieuses et les personnes ressources afin d'aider vraiment à identifier les auteurs qui seront interpellés et traduits devant la justice. À l'heure actuelle, selon le gouverneur, 41 manifestants seraient déjà interpellés et seront présentés très prochainement devant la justice. Par ailleurs, il invite la population à éviter la vindicte populaire pour se faire justice. Et puis du 109 pour les forces armées nationales. Le nouveau contingent sorti du groupement d'instruction des forces armées compte 1100 soldats, dont 1000 pour l'armée de terre et 100 soldats du feu. Les remises d'épaulettes et cérémoniales de présentation des soldats au drapeau ont été les temps forts de la cérémonie que Kado Romenki nous relate. Ils sont 1000 soldats mis au service de l'armée de terre et 100 au niveau de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Ils forment le contingent 2013 des forces armées et ils viennent de voir leurs efforts couronnés par cette remise des épaulettes après 7 mois de formation. Une formation qui a consisté à inculquer à ces jeunes les valeurs fondamentales de l'armée. Cultiver le goût de l'action en tant que bon militaire et ensuite à leur donner le comportement militaire, c'est-à-dire la discipline, le civisme et le sens de l'honneur et du devoir. Ils sont donc prêts à défendre leur nation comme le symbolise ce cérémonial de leur présentation au drapeau. C'est une formule qui est consacrée, qui signifie tout le sens de l'engagement de ces jeunes soldats-là au profit de la nation. Le drapeau auquel on les a présentés représente tout ce qu'ils aiment, tout ce qu'ils défendent. C'est un patrimoine aussi qui a été laissé par nos ancêtres et il est de leur devoir de le tenir haut. Ce devoir, ces jeunes militaires pensent bien l'accomplir. Affirmatif. La formation que nous avons suivie a fait de nous des soldats, des combattants et de bons citoyens. Nous avons appris le combat, l'armement, le tir, la topographie, l'éducation civique et morale. Nous avons suivi la même formation que les garçons. Je suis vraiment heureuse de porter la tenue et de servir la nation. Selon le lieutenant-colonel Mamadou Sow, 6 soldats ont été radiés pendant la formation pour des raisons de faux et usage de faux, de grossesse et de décès suite de maladie. Il faut aussi noter que le contingent 2013 des forces armées est fort de 60 filles. À présent, les dernières nouvelles du crash du vol d'Air Algérie avec la cellule de crise. La cellule a informé les journalistes sur l'état des visites effectuées par les familles sur le site de l'accident, la mise en œuvre de la commission d'enquête et l'arrivée de l'équipe médicale chargée de faire les prélèvements d'ADN. Ernest Kambiré nous fait le point de la rencontre de ce matin. L'état des visites effectuées par les familles des victimes, la mise en place de la commission d'enquête chargée de faire toute la lumière sur les causes véritables du crash du vol AH-5017 d'Air Algérie et l'arrivée à Ouagadougou d'une équipe médicale chargée de faire des prélèvements pour des tests d'ADN ont constitué l'essentiel des informations et des échanges entre les journalistes et la cellule de crise. À ce jour, nous avons organisé 13 missions sur les lieux du crash. Et au cours de ces missions, l'ensemble des familles ont
pu y envoyer au moins une personne pour aller voir les lieux du drame. La commission d'enquête a été mise en place et au niveau du Burkina Faso, nous avons désigné 2 personnes. En l'occurrence, M. Claude Yaro, ancien pilote, ancien commandant de bord, et M. Michel Kiende, qui est mécanicien sur ce type d'appareil. Ces 2 personnes doivent se rendre ce soir à Paris pour se joindre à l'équipe qui a été constituée par le gouvernement du Mali, par le gouvernement de la France, par l'Algérie, pour ensemble commencer leur travail sur cet accident. Pour l'expertise technique de prélèvement d'ADN, 2 experts français sont à Ouagadougou pour effectuer les tests auprès des différentes familles des victimes françaises, burkinabées et des autres nationalités. Selon le général Gilbert Diengiré, cela prendra le temps qu'il faudra et les familles des victimes sont invitées à l'aéroport international de Ouagadougou, 6 à l'infirmerie de l'Assegna dès cet après-midi pour les prélèvements. Et selon la cellule de crise, il n'est pas exclu que les restes des corps qui seront formellement identifiés ne soient remis aux familles des victimes. Sur certaines rumeurs qui circulent dans les réseaux sociaux faisant état d'une trentaine de militaires français à bord du vol AH-57 d'Air Algérie, le général Diengiré est formel. Aucun militaire français n'était à bord de l'avion. Prochaine étape dans la gestion de la crise, les études techniques dans le cadre de l'enquête en cours. Autre point de l'actualité, c'est Aïcha Tamboura Diawara qui préside désormais aux destinées de l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication. La nouvelle directrice générale de l'ISTIC a des ambitions pour l'Institut qu'elle devrait travailler à faire rayonner dans la sous-région. Elle en a parlé au cours de sa prise officielle de fonction cet après-midi. Frédéric Etienne Bassenga. Aïcha Tamboura Diawara prend les rênes de l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication, aujourd'hui établissement public de l'État. Enseignante-chercheur au département communication de l'Université de Ouagadougou, la nouvelle directrice générale de l'ISTIC a pour mission de faire de cette école une référence dans la sous-région. Je dois travailler sur justement la nouvelle vision qu'on veut donner à l'ISTIC. Cette nouvelle vision veut dire quoi? Ça veut dire faire en sorte que justement l'ISTIC puisse occuper sa place d'institut de référence en matière de journalisme et de communication. Et cela va demander certainement à rechercher beaucoup de partenariats, que ce soit au niveau, sur le plan national, mais également sur le plan sous-africain, que de faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus d'enseignement de qualité pour capable même peut-être créer d'autres filières si il se trouve que la demande existe sur le marché de la communication au niveau du Burkina Faso. Après 2 passages à l'ISTIC en tant que directeur, pour Noëlda, c'est une grande joie d'avoir participé à la formation de tous ces cadres qui exercent aujourd'hui aussi bien dans le public que dans le privé. Ma carrière, je dois dire que pratiquement la moitié de ma carrière a été consacrée à la formation. Et je suis content que c'est du passage à l'ISTIC, puisque beaucoup, comme je l'ai dit, beaucoup sont passés par là et exercent. Et c'est avec plaisir, et soit je les lis, je les écoute ou que je les regarde à la télévision. Je pense que je n'ai pas, comme on dit, je n'ai pas vécu inutilement au moment de mon passage dans cet institut-là. Nommée le 23 juillet dernier en Conseil des ministres, Aïcha Tamboura Diawara est la première femme à diriger l'ISTIC. Et pour atteindre les objectifs qui lui ont été fixés, elle entend travailler en synergie avec tous les médias. On fait maintenant le bilan à mi-parcours du dialogue promotion et protection sociale au Burkina Faso pour cette année 2014. Les acteurs de ce cadre de concertation se sont retrouvés à Ouagadougou pour un partage d'informations et une harmonisation des vues pour mieux relever les défis. Claudine Bikaba.
Le cadre sectoriel de dialogue de promotion de la protection sociale a réuni les acteurs de l'action sociale et ceux impliqués dans le département pour faire le bilan à mi-parcours des actions en cours. Une réunion qui devrait se tenir dans un climat de franchise sans langue de bois, a souhaité le ministre Alain Zoubga. Depuis la dernière rencontre, ceux qui ont la charge de travailler à proposer des éléments de qualité. On a même vu certains partenaires nous reprocher d'avoir fait un travail qui n'est pas véritablement très intéressant. Et donc, ils doivent relever le défi et proposer aux partenaires, à l'ensemble de ceux-là qui sont engagés dans ce travail-là, d'avoir des éléments d'information. Ça permettrait de dire si véritablement il y a des progrès. Il ne s'agit pas de faire le discours pour dire que nous progressons, alors que dans la réalité, les indicateurs montrent que, en fait, non seulement on ne bouge pas, mais on recule. Au final, un rapport est attendu pour faciliter la mise en œuvre des mécanismes de prévoyance collective et individuelle face aux conséquences financières des risques sociaux. Et au département de l'agriculture et de la sécurité alimentaire, l'on réfléchit sur les bonnes pratiques en matière de gestion des fonds d'appui au monde rural. Une rencontre a permis de partager ces bonnes pratiques donc en vue d'une mise en place d'un fonds durable de financement des activités rurales. Bouma Ernest Nebi. Au Burkina Faso, de nombreux projets et programmes sont dirigés vers le secteur agricole. Cependant, force est de reconnaître que ces projets sont circonscrits dans le temps et dans l'espace. Et la quasi-totalité des fonds disparaissent avec la clôture de ces projets et programmes. À cet atelier de 24 heures, il sera question pour les participants qui sont entre autres des agents du ministère en charge de l'agriculture, des coordonnateurs de projets et des membres des organisations paysannes de réfléchir à une solution durable en matière de gestion de ces fonds de soutien au secteur agricole. Malheureusement, ce que nous pouvons constater, c'est que ces fonds ne s'inscrivent pas dans la durée. Nous sommes toujours dans des approches de démonstration, d'expérimentation. Et nous répétons cela sans nous arrêter pour capitaliser, savoir comment chacun fait. Et comme nous avons plusieurs partenaires qui interviennent, et même pour le même partenaire, nous avons souvent des instruments et des mécanismes de mise en œuvre de ces fonds qui diffèrent d'un projet à l'autre. Et mieux, ces projets ne s'inscrivent pas dans la durée, c'est 5 ans ou 10 ans et après c'est fini, on ne capitalise pas donc ces bonnes pratiques et on passe à autre chose. Donc c'est comme c'était des recommencements. Au cours de l'atelier, des bonnes pratiques en matière de gestion des fonds de ces projets et programmes seront partagées par l'ensemble des participants. Des coordonnateurs vont présenter les modes opératoires ainsi que les résultats engrangés par leurs projets. Au nombre de ces projets choisis, le profil projet d'appui aux filières agricoles. Nous allons présenter les résultats, les acquis et les faiblesses de la mise en œuvre de ce fonds. D'autres projets également vont présenter également leurs résultats et ça va nourrir les discussions pour nous permettre de savoir après le projet qu'est-ce qui peut être fait pour une pérennisation de ce fonds-là. S'il est très important, nous avons financé, nous sommes arrivés à des résultats, mais il faut que ce fonds arrive à continuer au-delà du projet. Les échanges au cours de cette rencontre devront permettre à ces acteurs du secteur agricole et leurs partenaires financiers de jeter les bases d'une mise en place d'un fonds durable de financement du monde rural. Les journées scientifiques cette année ont mis la jeune fille au cœur de la sensibilisation. Objectif, encourager les filles à embrasser des carrières scientifiques, conférences, panels et exposés. C'est le menu de ces journées pour convaincre les filles de leur capacité à réussir dans les domaines scientifiques. Zalissa Sanfo. Le laboratoire d'analyse numérique d'informatique biomathématique LANIBio tient ici ses 4e journées scientifiques. Des journées scientifiques dédiées aux femmes de science. Ici, c'est un combat contre les idées reçues selon lesquelles femmes et sciences ne font pas bon ménage qui va être mené afin d'inciter ces jeunes filles à embrasser des carrières scientifiques. Ainsi, tour à tour, parrains, marraines, experts dans les domaines scientifiques n'ont eu qu'un seul message à l'endroit de ces jeunes filles. N'ayez pas peur des sciences et des maths. Elles sont faites aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Et pour prouver à ces jeunes filles que science et femmes font bon ménage, des exemples n'ont pas manqué à cette conférence inaugurale.
Madame Cabri en est un exemple. Elle qui a su concilier vie sociale et sciences et qui vient de décrocher le premier prix d'excellence scientifique féminin d'Afrique. Les participantes à ces journées scientifiques sont venues de toutes les régions du Burkina Faso et elles font partie de celles qui ont un penchant et qui s'illustrent dans les domaines scientifiques. À l'issue donc de ces journées scientifiques qui vont durer 3 jours, elles devraient être confortées dans leur choix. Et si toutefois elles persévéraient, la nationale des Jeux du hasard et l'UEMOA s'engage à les accompagner. On annonce une nuit de mérite pour les leaders burkinabés. L'agence développement personnel et de management qui travaille à renforcer le leadership au Burkina Faso a entrepris de collecter et de partager les principes et méthodes de certaines personnalités avec les jeunes burkinabés. L'événement dénommé Success Story Night est prévu pour 2015 et déjà les organisateurs en parlent à la presse. Eleonore Ouedraogo Yerbanga. Le Burkina Faso regorge d'énormes talents capables d'orienter les jeunes. C'est la conviction de l'Agence de développement personnel et de management ADM. Une ressource malheureusement peu exploitée par la jeunesse en manque souvent de repères. C'est pourquoi la structure qui travaille dans le domaine de la promotion du leadership a entrepris de les rassembler et les mettre à la disposition des jeunes. Cela se passera au cours d'une nuit dénommée Success Stories Night. C'est pour annoncer cet événement que le comité d'organisation a rencontré la presse nationale. Au cours de cette nuit dédiée au succès, aux histoires de succès des hommes qui réussissent bien sûr, ce sera essentiellement de, en tout cas, reconnaître leurs mérites devant l'opinion publique, de résumer peut-être pour l'essentiel ou pour certaines personnes comment ils ont fait pour arriver à là. Mais l'idée derrière tout ça, c'est de montrer aux hommes et aux femmes que dans ces pays et ailleurs, les hommes et les femmes réussissent. Et ils ont des méthodes pour réussir, ils ont des principes pour réussir. Et l'idée, c'est de partager ces principes avec l'ensemble des populations. Mais avant cette nuit consacrée au partage des expériences, l'agence devrait d'abord collecter les informations auprès des leaders sélectionnés. Et pour cela, le défi majeur reste la collaboration de ces leaders et leur souci de partager leur expérience. C'est d'informer les leaders, d'être en tout cas disponibles, parce que ce que nous faisons, je crois que ça a l'air bénéfice, mais c'est encore au bénéfice de la nation parce que ça va permettre de booster d'autres personnes sur la voie du développement. À terme, l'ambition de l'Agence de développement personnel et de management est de permettre aux jeunes de dupliquer la réussite des leaders burkinabés, cela en leur donnant des repères et des idoles. C'est tout pour l'actualité dans cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée à tous et à toutes. À demain.